Et nous revoilà déjà de retour pour un nouvel event Marvel concernant un petit peu plus les Avengers cette fois-ci. Que serait la Terre si les Avengers n'avaient jamais existé? Si Tony Stark n'avait jamais conçu l'armure d'Iron Man, ou que Steve Rogers était toujours dans la glace? À l'occasion de sa sortie en VF, j'ai lu tous les épisodes VO de Heroes Reborn pour pouvoir au mieux vous donner mon avis et vous conseiller des séries à lire et à éviter. Comment on en est arrivé là? Alors, pour ceux qui se souviennent d'Onslaught, ou encore de la première utilisation du nom Heroes Reborn, mettons-nous d'accord, cette version n'a pas grand chose à voir avec celle de la fin des années 90. Oui, ça concerne bien les Avengers, oui, il est bien question d'un monde alternatif, mais le tout s'arrête là, et l'utilisation du titre est bien plus à des fins marketing ou nostalgiques qu'autre chose. Depuis le début du run de Aaron sur les Avengers, on a pu assez fréquemment croiser le Squadron suprême d'Amérique qui protège les USA en étant sous les ordres d'un Phil Coulson qui semble avoir ses propres plans diaboliques, sous les ordres lui-même d'un Mephisto qui compte bien s'en prendre aux Avengers. Et du coup, Heroes Reborn, c'est la culmination de cette intrigue autour du Squadron et l'occasion de faire des parodies copies de l'univers DC Comics dans notre monde Marvel. Et c'est d'ailleurs un petit peu comme ça que le projet a été annoncé à coups de teasers les plus what the fuck les uns que les autres, à base de fusion de personnages et compagnie. On a eu le droit à la fusion de Fatalis et du Fléau, de la Sorcière Rouge et de Vif d'Argent, etc. Donc, à part vous conseiller de lire la série Avengers d'Aaron pour savoir que Blade, Black Panther ou encore le Ghost Rider font partie de l'équipe, et encore, vous pouvez vous en passer largement, à part avoir déjà un contact avec le Squadron Suprême pour savoir qui sont les personnages de cette équipe, je ne vois pas quoi vous recommander d'autre. Ah si, de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter. Comment ça, c'est un petit peu trop tôt? Vous l'avez compris, Heroes Reborn est un univers alternatif que vous pouvez aborder sans trop de connaissances de l'univers Marvel. Les tie-in. Heroes Reborn, Hyperion and the Imperial Guard. On se trouve ici dans une sorte de préquel à Heroes Reborn, on suit les aventures d'un jeune Hyperion qui travaille main dans la main avec la garde impériale Shi'ar depuis des années et qui est sur le point de rentrer chez lui. Mais avant cela, une dernière mission dans la zone négative les attend. On est donc en face d'une copie de Superboy et de la Légion des super-héros. Chose assez marrante ici, nous ne sommes pas à l'épisode 1 de la série, mais à son épisode 121, et tout est fait comme si c'était un comics que vous lisiez depuis des années, avec sa propre continuité, son propre courrier des lecteurs. C'est surtout l'occasion de suivre un Hyperion bien plus épanoui qu'on ne le connaît, de voir comment ses relations avec le reste de la garde l'ont fait évoluer et à quel point leur dernière aventure l'a changé à jamais. On a le droit à un backup concernant les Starjammers, les pirates de l'espace constitués de Corsair, ses fils Havok et Cyclope, sa compagne Hepzibah, mais aussi de Rocket Raccoon et de Groot. Le tout nous laisse sur un cliffhanger sympa, mais qui n'aura jamais de suite ni de conséquences. Heroes Reborn, Peter Parker, The Amazing Shutterbug. Dans le monde d'Heroes Reborn, Peter Parker ne s'est jamais fait piquer par une araignée radioactive lui conférant les pouvoirs de Spider-Man. Non, elle a été écrasée. Du coup, notre bon vieux Peter est juste un photographe du Daily Bugle qui va développer une espèce d'amitié bizarre avec Hyperion qui vient toujours à son secours. Un peu comme un certain Jimmy Olsen et Superman. Mais le tout est peut-être un petit peu plus compliqué et sinistre que ça, puisque Peter doit faire le deuil de sa tante May tout en comptant sur son oncle Ben pour le remettre sur le droit chemin. Une revisite sympa des origines de Peter sans pour autant bouleverser l'univers. Heroes Reborn, Magneto and the Mutant Force. C'est au tour des X-Men d'avoir le droit à sa relecture façon Heroes Reborn. Dans ce monde, Xavier et Magneto ont joint leurs forces pour affronter un monde qui n'a jamais voulu d'eux. Lors de leur affrontement contre le Squadron Suprême, Xavier va mourir et Magneto perdra l'usage de ses jambes. Mais des années plus tard, Xavier lance un appel à l'aide à son ancien ami qui monte une équipe sur pied pour libérer son camarade. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? C'est l'occasion de revenir à une époque où les mutants sont détestés par le monde entier, de recroiser plein de personnages qu'on connaît légèrement différents, d'avoir plein de références, que ça soit à l'ère d'Apocalypse ou au New X-Men. On a le droit à pas mal de bonnes idées, mais qui n'ont hélas pas le temps d'être développées. On regrette de finir sur un cliffhanger qui là aussi n'apportera jamais rien, et les dessins ne sont pas toujours superbes, surtout en ce qui concerne les scènes de baston. Heroes Reborn, Young Squadron. Après les X-Men, c'est au tour des champions de se voir rebornisés, avec cette fois-ci dans le viseur, la Young Justice de DC Comics. On a donc Miles Morales, Kamala Khan et Sam Alexander qui deviennent les contreparties teen des membres du Squadron Suprême. On pousse même la parodie jusqu'à faire de Deadpool, qui est déjà une copie de Deathstroke, la némésis du groupe. Mais est-ce que leurs modèles sont vraiment irréprochables? On retrouve une approche très Silver Age dans le début des épisodes, pour vite revenir à quelque chose de plus moderne, en nous montrant que le tout n'est pas noir ou blanc, et représente un petit peu la perte de naïveté des jeunes héros. Et l'on peut voir ça par le scénario, comme par le dessin qui devient de plus en plus sombre au fil des pages. Mais passé cela, on est sur quelque chose d'assez classique, et qui n'appellera à rien d'autre par la suite.
Heroes Reborn Siege Society. Autour des Thunderbolts de passer à la sauce Reborn en copiant l'Injustice Society. Au casting de cette équipe, on retrouve le Baron Zemo, Sabretooth, Black Widow, Hawkeye, Ant-Man ou encore Silver Witch, la fusion entre Scarlet Witch et Quicksilver. Leur mission, profiter de la Civil War qui a eu lieu entre Nighthawk et Hyperion pour éliminer la nouvelle équipe créée par Nighthawk en Europe. Et oui, sans les Avengers, pas mal de ces personnages n'ont jamais pu vraiment passer du côté des gentils. C'est l'occasion de découvrir plein de personnages secondaires, de voir comment l'influence du Squadron Suprême se fait sentir sur toute la planète et qu'ils arrivent à pousser leurs ennemis à s'unir malgré leurs différences dans le but de les détruire. Après, c'est une mission suicide comme vous avez déjà dû en lire pas mal, du coup on est en terrain connu et on a le droit à pas mal d'affrontements passant d'un binôme à un autre. Rien de bien nouveau sous le soleil, sauf pour ajouter un petit peu plus de background sur l'histoire du Squadron dans cet univers et commencer à nous montrer le rôle de Mephisto dans ce monde. Heroes Reborn American Knights. Cette fois-ci, ce sont les personnages Street de l'univers Marvel, les Marvel Knights, qui ont le droit à un traitement Reborn, et plus particulièrement à celui de Gotham Central. On va donc suivre ici les aventures du commissaire Luke Cage et de ses détectives Misty Knight et Jessica Jones, lors de leur enquête sur un justicier du nom du Saint qui fait la loi dans les rues de Hell's Kitchen. On prend plaisir à suivre cette enquête et à voir comment les personnages qu'on connaît bien sont utilisés d'une manière assez originale. Opposer Cage et Daredevil est plutôt une bonne idée, surtout avec leurs deux perceptions de la justice. Mais ce qui est vraiment percutant, c'est le traitement de Mephisto comme principale religion de ce monde. Mais comme pour la plupart des titres, ce qui se passe ici n'aura aucune conséquence et se limite à cet épisode, alors que j'aurais limite eu envie d'en voir un petit peu plus. Heroes Reborn Double Action. Dans ce comics, c'est carrément la mort de Gwen Stacy qui est revisitée avec le faucon à la place de la jolie blonde. À la place du Love Interest, c'est donc le sidekick qui succombe sous les coups de l'adversaire, un petit peu comme dans Un deuil dans la famille chez Batman. Et ça tombe bien puisque c'est le Batman de Marvel, Nighthawk, qui y est mêlé. On a ici un véritable hommage aux histoires classiques de Spider-Man, que ce soit dans le fond comme dans la forme, avec un Dan Jurgen qui arrive à créer un ton rétro des plus saisissants. Tout comme le titre sur Hyperion qui a apporté pas mal d'informations sur son passé et son évolution, celui-ci fait de même avec le personnage de Nighthawk tout en introduisant pas mal de personnages de son nouvel univers. C'est intéressant pour ceux qui connaissent déjà la mort de Gwen, qui aimeront cette touche rétro, mais ça peut frustrer vu le nombre de références faites à des histoires qui n'existent pas et de voir qu'il n'y aura aucune suite ou conséquence à ce numéro. Oui, ça commence à être un souci un petit peu récurrent. Heroes Reborn Squadron Savage. Et si on prenait les Savage Avengers pour les passer à la sauce Reborn? Ouais, mais avec une petite touche Suicide Squad dedans. Dans les membres de cette équipe, vous allez retrouver Crossbone, la Cape, Elektra, le Punisher et une nouvelle Murder Hornet. Et ils vont devoir faire face aux Redeemers. Mais quelque chose me dit que tout le monde ne reviendra pas vivant de cette histoire. On est donc dans un épisode classique de la Suicide Squad, avec le recrutement des membres dans un premier temps, les combats, les manipulations et le bain de sang. Rien de bien nouveau sous le soleil, il est juste intéressant de voir les personnages sous un nouveau jour et de voir qui est l'ennemi qui tire les ficelles en coulisses. Un divertissement un peu brainless, mais sympa. Heroes Reborn, Night Gwen. Et Gwen Stacy, ça donnerait quoi si elle était toujours en vie dans l'univers Reborn? Elle serait Batgirl. Mais pas que. Je veux dire, Night Gwen, le sidekick de Nighthawk après la mort du faucon. En effet, si Gwen est une héroïne la nuit, le jour, elle travaille à l'asile Ravencroft comme une certaine Harley Quinn. Dans cette histoire, elle essaye de jongler avec un début de romance avec Misty Knight, mais aussi avec un admirateur qui laisse pas mal de cadavres derrière lui. Gwen essaye donc d'aider la ville de deux façons, en combattant le crime la nuit et en essayant vraiment d'aider ses ennemis le jour en les réhabilitant. Une manière de montrer qu'il n'y a pas qu'avec les points que nos héros peuvent servir à la société. C'est agréable de voir une version un petit peu plus gritty de Gwen. L'histoire est assez classique, mais pour autant efficace tout en piochant dans le passé du personnage. Heroes Reborn, Weapon X et Final Fight. Qu'en est-il du mutant Griffu et de son ancienne équipe Alpha Flight dans ce monde sans Avengers? Ils sont devenus les ennemis jurés du Squadron Suprême et les derniers défenseurs du Canada face à un oppresseur particulièrement violent. Et ce numéro est l'occasion parfaite pour un match retour qui va laisser pas mal de traces. Avec ce titre, on peut vraiment voir à quel point les actions du Squadron sont mauvaises pour le reste de l'humanité. Du coup, c'est pas mal pour le world building. Par contre, pour la narration en elle-même, on a affaire à des gens qui fuient et qui discutent beaucoup avec un trait parmi eux. En somme, du lu et relu. On sent que les personnages vont à leur perte, que le tout aurait pu être évité si les gens avaient mieux su se comporter entre eux, et que le tout est juste un prétexte pour montrer à quel point les méchants sont méchants. Heroes Reborn.
C'est un jour comme les autres pour le Squadron Suprême d'Amérique, composé d'Hyperion, Nighthawk, Power Princess, The Blur et Dr. Spectrum, les plus grands héros de la Terre. Enfin, ça jusqu'à ce que le Docteur Doom et ses Masters of Doom attaquent la Maison Blanche où réside le président Coulson. Alors qu'il affronte le Black Skull, Nighthawk doit aussi faire face à l'hybride vampire Blade, qui cherche des preuves comme quoi il n'est pas dans un univers parallèle, mais qu'on a bien altéré le sien en y retirant toute référence aux Avengers. Comprenant qu'il n'est pas fou, Blade est bien décidé à rassembler les Avengers et à trouver le responsable de tout ça. C'est dans ce titre que se déroule le gros de l'histoire, à savoir comment évoluerait le monde Marvel sans Avengers, mais avec le Squadron Suprême comme équipe la plus puissante de la Terre. Dans ce monde, Tony Stark n'a jamais construit Iron Man, Thor est un alcoolique qui déteste les marteaux, le Wakanda est un mythe, et Captain America est toujours dans la glace. Mais un homme se souvient du monde d'avant, et cet homme, c'est Blade, le chasseur de vampires. C'est donc à lui d'aller retrouver les anciens membres de l'équipe pour leur rappeler leur passé. Ça vous dit quelque chose? C'est peut-être parce que c'était déjà le rôle de Bishop dans l'ère d'Apocalypse, ou celui de Wolverine dans House of M. Chose assez étrange, c'est que l'absence des Avengers semble avoir modifié pas mal de choses dans l'univers Marvel. Mais ça explique pas trop la fusion de certains personnages, comme Red Skull et Venom par exemple. L'élément est tellement récurrent qu'on pourrait se demander si à un moment le projet n'était pas de faire des fusions comme dans Infinity Wars. Passé le numéro 1, chaque épisode va se centrer sur un membre du Squadron, nous le présenter un peu plus, en nous montrant des actes de son passé et comment il gère sa vie de super-héros au jour le jour. Et ces histoires ont plusieurs intérêts. D'abord nous présenter chaque membre du Squadron, donner plus d'ampleur à ce mélange Marvel-DC en nous montrant ce que sont devenus des personnages comme Galactus, Ultron, Reed Richards ou Hulk, et donner quelques indices sur un mystère plus grand, sur le responsable de ce nouvel univers. En parallèle, on suit la quête de Blade dans un backup. Oui, l'histoire n'avance que dans un backup. C'est original, on va dire ça, hein. Ça change de la structure classique des events. Mais c'est certainement parce qu'à l'origine, ça ne devait pas être un event. Les éléments du backup font vraiment avancer l'histoire, mais très vite, on se rend compte que quelques pages en plus n'auraient pas été du luxe pour donner plus de consistance à la fin, qui tombe vraiment comme un soufflé. De même, on manque d'explications. Sans trop vous spoiler le tout, les Avengers de l'équipe actuelle ne sont pas tous concernés par le réveil que va leur faire Blade. Mais du coup, pourquoi ? Est-ce que les héros non-Avengers étaient vraiment eux aussi présents ou juste des créations de cet univers? Non, il faut vite enchaîner le tout sans prendre le temps de vraiment régler ce qui est en cours. Artistiquement, on a un dessinateur par histoire, avec par exemple Dale Coyne, Federico Vincettini, James Tokoe, R.M. Guerra, Aaron Kuder, et pour les backups et les numéros 1 et Return, c'est Ed McGuinness qui est au crayon, et du coup, c'est superbe. Tous ces artistes ont des styles très variés, chacun collant bien avec le personnage auquel ils sont associés. On aura quelque chose d'assez mainstream pour Hyperion, et de plus dark pour Nighthawk par exemple. Heroes Reborn, c'est donc prendre tout l'univers Marvel et voir à quoi il ressemblerait s'il était l'univers DC. En somme, on est bien loin du concept initial de Heroes Reborn, et plus proche de l'univers Amalgam, qui voyait les personnages Marvel et DC fusionnés. Mais rien que ce concept de base est assez problématique. Pourquoi l'univers Marvel aurait besoin de se comparer à celui de DC Comics? Est-ce que c'est parce qu'il est moins bon? C'est un peu ce qu'a l'air de sous-entendre Jason Aaron, puisque c'est toujours cette copie de la Justice League qui l'emporte face aux autres personnages Marvel qui ne sont pas dans l'équipe actuelle des Avengers. En plus, depuis le début de son run sur les Avengers, on peut voir que Jason Aaron aime le Squadron Suprême. Avec cet event, on voit qu'il a une bonne connaissance de l'univers DC, voire limite qu'il lui écrit une lettre d'amour. Mais tout ça, c'est juste pour dire qu'il aimerait bien écrire la Justice League? Non, parce que en quelques numéros, il a quand même réussi à donner plus de personnalité et une voix distincte à tous les membres du Squadron, ce qu'il a jamais réussi à faire sur sa série Avengers, hein. J'ai quand même du mal avec ce Squadron version Aaron. Déjà pour son manque évident de subtilité pour parler de l'ultranationalisme américain à la Trump. C'est assez bas du front, les USA et ses habitants avant tout, méfions-nous des étrangers, et c'est étonnant venant de cet auteur ce manque de finesse. Ensuite, parce qu'on passe pas mal de temps à nous montrer que ces personnages sont sur le fil du rasoir, mais qui veulent faire le bien, qu'ils ne sont pas si méchants que ça. Par exemple, ils tuent s'ils y sont vraiment obligés. Mais à d'autres moments, on nous les dépeint comme des connards finis, des envahisseurs comme dans Weapon X et Final Fight, ou carrément comme des génocidaires comme dans Young Squadron. C'est pas vraiment cohérent, non. Un point positif dans tout ça, c'est le Hyperion de Aaron, qui n'est pas l'habituel Evil Superman qu'on a vu et revu ces dernières années, à part dans les Avengers Dickman. Je crois qu'entre le Homelander de The Boys ou le Superman Injustice, on a eu notre dose. On voit qu'il y a vraiment quelque chose ici dans ce dieu vivant parmi les hommes, mais qui est assez détaché d'eux à cause de tout ce qu'il a vécu. Enfin, ça c'est ce que j'ai ressenti, puisque Aaron ne prend pas plus le temps que ça de traiter tout ça. En fait, il y a un problème avec le principe même de cet event.
comment il a été vendu. Le tout aurait pu être sympa si ça avait été un mois spécial comme le mois Flashback ou d'autres opérations du genre que Marvel a déjà fait par le passé. Un truc fun, sans prise de tête, et avec pas vraiment de conséquences. Non, ici, les équipes marketing de la Maison des Idées ont décidé de nous vendre le truc comme un gros event à la King in Black ou Empire. Du coup, à monter trop les enjeux, parce que finalement, Heroes Reborn, ce n'est qu'un gros what if, qui essaye de se donner des airs de House of M, mais sans jamais vraiment prendre le temps de développer les personnages, de traiter les conséquences psychologiques du vécu de chacun, et du coup, si tout ça n'est qu'un what if, sur quelques épisodes et qu'on sait par avance via les annonces de Marvel que le tout va vite revenir à la normale, pourquoi devrais-je m'en préoccuper? Dans le cas de l'ère d'Apocalypse, on ne savait pas si on allait revenir en arrière. Le premier Heroes Reborn, c'était un soft reboot, on ne savait pas si les héros reviendraient vraiment un jour, et même pour House of M, on se doutait que le retour allait se faire, mais qu'il y aurait des conséquences à gérer puisque le problème de Scarlet Witch serait toujours là par exemple. Ici, je n'ai ressenti aucun enjeu majeur avant, et au final, il n'y en a pas vraiment. Aftermath, Heroes Return. Quelle meilleure conclusion à un event reprenant le nom de Heroes Reborn qu'un numéro reprenant le nom de Heroes Return. Comme vous l'imaginez, c'est un retour au statu quo. Le monde de Mephisto est en train de s'effondrer alors que certains des Avengers sont de retour et que ça va être l'heure de la castagne. Déjà, on peut souligner à quel point tout est beau grâce au trait de Ed McGuinness et au jeu d'ombre pour nous rappeler encore plus Batman et Superman. Le souci de tout ça, vous n'avez même pas besoin de lire ce comics pour savoir comment les choses vont finir. Le titre le fait pour vous. Du coup, vous avez droit à un comic vous offrant des affrontements 1v1 sympas, même si certains personnages sont clairement cheatés. Je n'en peux plus des power-ups de T'Challa. J'en peux plus qu'il arrive à se faire Batman et Superman à lui tout seul, ou à aller aussi vite que Flash. On a bien compris qu'Aaron adore ce personnage, mais ça commence à être très gênant. Une fois l'event fini, on se rend compte que tout ça n'a servi à pas grand chose. C'est une victoire pour les héros, mais juste une étape dans un plan plus global, qui est pas pour autant des plus emballants, et donc pas une vraie fin. Certains personnages sont un peu modifiés, mais je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt, donc à quoi bon? Il faut lire 12 séries pour suivre tout Heroes Reborn, soit 18 comics pour un total de 72$ si tous les comics étaient à 4$, ce qui n'est toujours pas le cas. On est loin des prix des autres events, c'est toujours ça. Est-ce que je recommande Heroes Reborn? Je vais vous répondre par une question. Suivez-vous les Avengers de Aaron? Si c'est le cas, oui, vous pouvez suivre Heroes Reborn. Et encore, je pense qu'il y aura un récap dans la série, donc bon, vous pouvez vous en passer. Si c'est pas le cas, je vous recommande vivement de faire l'impasse. On a ici un arc qui a été transformé en event, mais pas avec autant de maîtrise que King in Black ou War of the Realms du même auteur. Est-ce que c'est qu'Aaron a rien à raconter, comme avec le reste de sa série Avengers, ou bien qu'il en a marre des techniques marketing de Marvel? On le saura certainement d'ici quelques années. N'en reste que Heroes Reborn est un événement fun, divertissant pour les lecteurs connaisseurs de l'univers Marvel et DC et de leur continuité, mais qu'il est très oubliable. Moi-même, qui l'ai lu il y a quelques semaines déjà, j'avais oublié une bonne partie de l'intrigue. Le titre principal raconte bien une histoire, mais tellement secondaire qu'elle est le backup et qu'elle s'effondre rapidement. Les tie-in, eux, ne servent qu'à présenter un univers, mais qu'on ne reverra jamais et qui ne sont qu'une blague pour connaisseurs. Et s'il vous plaît, faites qu'on ne les revoie pas comme les Avengers de la préhistoire qui reviennent presque tous les 10 épisodes. En fait, ça aurait pu être un autre arc des Avengers et ça aurait eu le même impact. Le tout ne sert qu'à mettre en place des choses pour le reste du run de Aaron. Côté VF, vous commencez à avoir l'habitude des tomes de 184 à 200 pages, toujours à 16€ pour la version souple et 20€ pour la collector en cartonné. Normalement, il devrait y avoir 3 tomes, avec dans le tome 1, dans le tome 2 et dans le tome 3, vous aurez donc l'intégralité des titres liés à Heroes Reborn au sein des softcovers, et pas besoin d'aller dans les 100% Marvel comme pour Empire ou King in Black pour lire ce qui touche tel ou tel personnage. J'espère avoir pu vous aider, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour parler d'Heroes Reborn, posez vos questions si vous en avez, j'essaierai d'y répondre au mieux, de donner votre avis et le tout en essayant de spoil le moins possible les autres lecteurs. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Si ça t'a plu, mets un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, rajoute un petit commentaire, et pour m'aider, tu peux même aller sur Utip pour faire un petit don. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See ya!